C'est le moment de l'interview. Alors Loïc, tu es né le 12 juin 1986. Oui. Tu es tout jeune. Tout à fait. Tu étais membre du MoDem de 2007 à 2010. Ah bon? L'abbé ne fait pas le moine, hein, comme Ouais. on dit, hein. On te pardonne, c'était il y a longtemps, il y a prescription. Naïveté Ouais. juvénile. Voilà, et depuis 2017, c'est ça? Oui. Tu es chez EELV. Oui. En 2020, tu étais tête de liste pour les municipales sur Mulhouse avec la liste Mulhouse Cause Commune. Vous avez fini deuxième. Oui. Donc tu es maintenant dans le conseil municipal d'opposition. Exact. Et en plein milieu de la crise ville de Mulhouse M2A, tu as réussi à récupérer un poste de vice-président à l'AGLO. Tu es donc vice-président chez AM2A. Ouais. Et comme diraient certains, avec une mauvaise blague, président du vice. Bref, on peut couper ça? Non, c'est du direct. Direct. Alors, les dernières municipales en 2020, elles se sont passées sous le signe du Covid. C'était un petit peu particulier. Le deuxième tour, il avait été repoussé au mois de juin, je crois. Oui. Mulhouse, c'est 110 000 habitants, 49 000 inscrits sur les listes électorales. Et Madame la maire a été élue avec 4 547 voix. Donc, c'est même pas 10% des inscrits et c'est à peine 4,1% des Mulhousiens. Loïc, c'est un peu... voilà, mais qu'est-ce que ça fait d'être dans l'opposition de la maire la moins bien élue de France? Parce que c'est elle qui a eu le taux de participation le plus bas. Bah, c'est qu'on est aussi l'opposition la moins bien élue de France, donc ça fait mal, clairement. Moi, je ne serais pas celui qui lui enverra à la gueule le fait qu'elle est élue avec très peu de Mulhousiens, avec très peu de voix des Mulhousiens, mais par contre, ça nous responsabilise pour trouver des solutions, pour remédier à cette crise démocratique. Et je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de cela. Alors, on n'a pas une baguette magique, et je pense que les temps actuellement qu'on vit ne sont pas simples pour remonter la pente sur ce terrain-là. Mais il ne faut pas renoncer, c'est un combat permanent pour ramener les gens à s'intéresser à la chose publique. Et ça revient à s'interroger sur notre système démocratique, sur notre démocratie un peu fatiguée qui s'essouffle. Et de se dire que, un peu comme le disaient finalement les Gilets jaunes, c'est qu'il faut retrouver des formes de démocratie directe. Alors nous, on l'avait proposé avec l'interpellation citoyenne, mais en fait, ça doit être tout le temps. Et c'est le débat qu'on a continuellement depuis maintenant le 19e siècle finalement, entre démocratie directe et démocratie représentative. La démocratie directe, c'est quoi? On a des assemblées partout, on a des délibérations permanentes sur un tas de sujets, un peu comme ce que demandaient les Gilets jaunes finalement, avec le RIC, avec toutes les propositions qui ont pu émerger alors. Et la démocratie représentative, c'est tu vas voter bien gentiment une fois tous les ans, au mieux, tu fermes ta bouche quand tu vas voter, parce qu'il ne faut surtout pas, évidemment, troubler l'ordre public. Donc voilà, quelque chose de vraiment très formel, et je pense qu'aujourd'hui, le débat il se situe là, comment on réinvente une participation citoyenne, une participation civique beaucoup plus forte. Ouais, grosse question. Très grosse question. Aujourd'hui, on ne peut plus nier l'urgence climatique. On a passé un été dramatique, la canicule, les feux, les sécheresses. Est-ce que, comme beaucoup, tu penses que c'est la technologie qui va nous sauver? Non, je crois surtout pas, en fait. Aujourd'hui, on est en train d'atteindre un point où on remarque, on constate de plus en plus que la technologie, elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour la santé mentale aussi de nos ados, de nos jeunes. Je le dis parce que je suis aussi enseignant et qu'on nous a imposé les manuels numériques sans qu'on ait eu vraiment voix au chapitre. Donc ça, c'est dramatique pour nos jeunes parce qu'aujourd'hui, ils ont des écrans en permanence sous les yeux et qu'en final, on se rend compte que psychiquement, ça va pas bien pour nos jeunes. Ils sont totalement effectivement absorbés par les écrans. Il n'y a plus d'interaction humaine telles qu'on les aimerait, notamment dans des salles de classe. Et même ailleurs, parce qu'une fois qu'ils sortent, c'est pareil, sur le téléphone et autres. Donc malheureusement, je pense que la technologie déjà a fait beaucoup de mal à notre jeunesse, et surtout la fuite en avant technologique, c'est de se dire on va consommer de plus en plus de matériaux, de matières premières qui vont servir à tout simplement fabriquer ces composants, et donc notamment des supports numériques qui vont gaspiller beaucoup d'énergie. Donc c'est un peu une fuite en avant. Voilà. Moi je lutte contre justement ce mythe de la technologie rédemptrice.
c'est pas facile, hein, c'est un discours qui est pas aisé à tenir parce que finalement tous nos élus tiennent un discours qui veut à la fois tenir la sobriété, les objectifs de sobriété, mais tenir aussi des objectifs de développement économique maximaux et en même temps faire en sorte que la technologie soit partout présente dans nos vies. Donc ça c'est clairement pas dans cette direction qu'il faut aller. Et je pense qu'on en commence à peine à remarquer que c'est une fuite en avant. Abdel, tu voulais rebondir ? Oui, moi j'avais une question pour toi, Loïc, en tant qu'enseignant. Comment faire passer le message aux jeunes générations que, in fine, oui, il n'y aura plus le monde qu'ils ont connu, le monde avec un changement de téléphone régulier, un changement d'ordinateur régulier, des voitures électriques partout. On sait que de toute façon, ce monde est fini. Comment on fait passer le message et comment on favorise cette prise de conscience ? C'est un message qui doit finalement être véhiculé dès maintenant. Je pense que déjà, si on prend le temps avec nos jeunes de leur montrer les limites du système, avec l'extraction des ressources, avec l'épuisement des ressources, avec la consommation énergétique débridée, avec l'impact que ça a pour des populations pauvres à l'autre bout du monde, en général, ils sont très réceptifs et ils sont sensibilisés à ça. Donc c'est déjà par ça. Alors c'est un message assez lourd, hein, évidemment, pour une jeunesse qui en bave déjà pas mal, qui aurait envie d'avoir aussi espoir et foi en l'humanité. Donc là, il faut l'amener de manière très simple. Et je pense que si on le fait, si on multiplie ce type de message, au final, on arrivera à faire prendre conscience à nos jeunes que la voie à suivre, c'est pas que de la technologie, c'est pas que des écrans, donc c'est pas que le numérique. Et ça, va falloir le construire parce que bientôt, on n'aura pas le choix. Et je ne me fais pas de soucis, on arrivera à prendre d'autres habitudes. Comme on a pris de nouvelles habitudes avec les écrans, c'est venu très vite. Le fait de revenir en arrière viendra également très vite par la force des choses. Et si toi, tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer une chose pour faciliter la prise de conscience, tu ferais comment ? Ce serait quoi ? Alors, avec une baguette magique, ce que je ferais, c'est que je mettrais en place des tranches d'impôts bien plus justes. Alors, ça paraît pas être de la magie comme ça, telle qu'on se l'imagine, mais par contre, c'est un outil formidable pour faire acte de justice sociale et redonner à ceux qui ont le moins, qui ont des besoins primaires, et prendre à ceux qui sont dans les besoins superflus, dans la consommation à outrance. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui relève du pacte républicain, de la concorde républicaine. Le consentement à l'impôt, c'est pas rien, donc je pense que c'est là-dessus que ça se joue. Et si j'avais une baguette magique, ouais, je l'actionnerais pour une fiscalité juste et proportionnée. Ok. Et du coup, pour toi, quelle est ta vision du monde post-carbone ? Fais-nous rêver, ça ressemblerait à quoi ? Notre société avec une transition réussie et la fin des énergies fossiles. Alors déjà, il ne faut pas que ça s'appelle société post-carbone, parce que ça vend pas du rêve, désolé. Et tu l'appelles comment ? Simplement, c'est revenons sur Terre. Je dis souvent, hein, ce truc. C'est ce slogan, c'est l'idée de se dire, oui, il faut déjà consommer en fonction seulement de nos besoins, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est aussi peut-être avoir des villes à taille humaine, c'est avoir des campagnes qui sont réinvesties, avec des services publics en proximité, avec une autosuffisance alimentaire, avec le fait de pouvoir se nourrir pas loin de chez soi, le fait de pouvoir produire ce dont on a besoin uniquement et pas forcément que du superflu. Alors bien sûr, aujourd'hui ça reste une utopie, hein, clairement quand on l'évoque avec beaucoup de monde, mais c'est le chemin à prendre, c'est la direction à emprunter. Et je pense que beaucoup de gens seront capables de prendre conscience qu'ils ont envie aussi d'être embarqués dans cette belle aventure. Abdel ? C'est-à-dire, tu veux dire qu'il faut favoriser le lien social, là, pour le coup, c'est-à-dire revenir à des relations sociales qui soient beaucoup plus conformes à ce que nous sommes en tant qu'humains, c'est-à-dire des êtres profondément sociaux, quoi. Ouais, c'est ça, c'est retrouver la capacité de dialogue entre l'ensemble des habitants de cette planète. Alors bien sûr, on s'éloigne chaque jour un peu plus de cet objectif, mais il ne faut pas perdre à l'esprit que si on s'engage, si on a envie de changer les choses, c'est en étant animé d'une utopie, une douce utopie, qui veut qu'effectivement les gens soient capables de se parler, soient capables de se respecter, et que la nature également, le vivant, ait droit au respect également, au même titre que les hommes. Merci. Je voulais parler aussi de la question des droits civiques, de la démocratie, des libertés. On voit qu'actuellement, elles rétrécissent. Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu trouves que nos libertés sont parfois atteintes, ou en tout cas qu'il y a des restrictions ? Alors, évidemment, il faut se poser la question de dans quel régime politique on est, de quel point de vue on regarde les choses. Donc, clairement, dans notre pays, oui, il y a un affaissement démocratique.
On le remarque, il y a des signaux faibles et il y a des signaux forts. Les signaux faibles, ça peut être effectivement des lois qui passent en douce et qui, par exemple, mettent en place une surveillance accrue. On en parlait tout à l'heure, par exemple, d'organismes avec une forme d'impact, soi-disant, des principes républicains, mais qui cachent en fait une volonté de contrôler, par exemple, des associations, des organisations comme Alternativa, qui invitent à la désobéissance civile et qui, du coup, sont censurées, sont privées de moyens. Donc ça, c'est des privations de liberté qui ne disent pas leur nom, mais qui sont bien réelles. Et puis après, il y a des choses très clairement bien plus fortes. On le remarque notamment dans les manifestations qu'on a pu avoir dans le pays, avec une pratique du maintien de l'ordre qui empêche de circuler librement, qui empêche de scander des choses qu'on aurait envie librement. Donc là, il y a un affaissement démocratique, qui a une certaine dérive autoritaire aussi, on peut le dire. C'était notamment très flagrant quand c'était sous la coupe du préfet l'allemand. Ça l'est sans doute encore avec le préfet Nunez, le préfet de police de Paris. Mais voilà, il faut faire attention à ces choses-là. Et je rappellerai toujours l'exemple de la cellule Déméter qui a fait l'objet d'une enquête par les services de gendarmerie. Je veux dire, c'est quand même hallucinant que des gens qui sont dans les pratiques les plus exemplaires en termes d'agriculture soient espionnés, soient fliqués. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans le courant qui veut qu'on est dans l'agro-industrie. Donc là, c'est absolument dramatique. Tu peux rappeler, expliquer ce que c'est justement la cellule Déméter? Tout le monde n'est pas... Oui, c'était tout simplement, c'était le nom qu'avait la cellule d'enquête de la gendarmerie qui espionnait, qui surveillait les pratiques d'agriculteurs non conventionnels, c'est-à-dire ceux qui ne mettent pas d'intrants, ceux qui justement font reposer leurs méthodes sur la biodynamie, etc. Donc Déméter, ça fait référence à quand même un label très exigeant en matière de pratiques environnementales, de respect du vivant, etc. Donc voilà. Donc là, on a une dérive hallucinante du pouvoir. Heureusement, la justice, mais un peu tard, est intervenue pour mettre le haut là et pour évidemment sanctionner cette pratique. Et du coup, de ce point de vue-là, toi, tu vois comment l'avenir? Comment on fait pour préserver notre démocratie, la protéger et préserver nos libertés? Il faut sans cesse déjà je pense que la base, c'est l'engagement. L'engagement des citoyens, à la base, c'est le fait qu'on se réapproprie la chose publique, qu'on s'engage dans les associations, qu'on s'engage dans la vie politique. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent la politique, c'est caca, gna gna gna. Je pense que la politique, au contraire, elle doit retrouver ses lettres de noblesse à partir du moment où les gens aussi auront conscience qu'ils peuvent aller justement trouver de quoi faire écho à leurs revendications dans des partis politiques qui, quoi qu'on en dise aussi, ont tendance quand même à être de plus en plus inclusifs. Ça peut vous sembler bizarre de dire ça dans une période de désengagement démocratique, mais moi je suis quand même très inquiet quand je vois par exemple sur la mobilisation climat le fait qu'il y ait eu au total dans le pays très peu de monde au niveau des jeunes qui se sont bougés. On a par exemple à Paris, j'ai eu les chiffres hier, ils étaient 300, quand à Fribourg, juste à Fribourg, ils étaient 8000. Donc là, il y a une question aussi qui se pose sur l'engagement. Donc je pense que déjà pour protéger nos libertés, il faut être conscient de la richesse que représentent ces libertés. Et c'est un travail d'éducation permanente, d'éducation populaire. Malheureusement, aujourd'hui, l'éducation, elle est sacrifiée, elle est dépecée avec tout simplement des moyens qui ne sont pas à la hauteur, avec une prise en charge des publics qui ne sont pas à la hauteur, donc qui n'est pas à la hauteur. Donc il y a beaucoup de chantiers à mener de front pour justement protéger nos libertés. Et après, il y a le travail législatif, c'est tous nos députés de la NUPES, je les cite maintenant, qui doivent protéger, qui doivent sacraliser les grandes libertés fondamentales de notre pays et faire en sorte qu'on conquiert de nouveaux droits, comme par exemple l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ouais. Voilà, je fais un petit clin d'œil à notre sénatrice Mélanie Vogel qui va porter ça déjà au Sénat. Il y aura une initiative aussi avec Mathilde Panot à l'Assemblée. Dans le même sens, c'est pour vraiment protéger des libertés qui nous paraissent aujourd'hui acquises, mais quand on regarde dans le reste du monde, ça peut venir très vite, le détricotage de ces libertés fondamentales. On peut basculer, ouais. Alors, moi, je voudrais juste revenir sur la question des manifestations. Effectivement, après l'été qu'on a eu assez catastrophique, cataclysmique même, on s'est retrouvé avec des manifestations avec très peu de jeunes, très peu de monde et très peu de jeunes. Mais moi, ma question, c'est, tu disais, Loïc, effectivement, aujourd'hui, la démocratie française est sous le projecteur de nombreuses institutions internationales pour sa dérive autoritaire. Mais est-ce que les gens qui ne manifestent pas, tu penses qu'ils ne vont pas manifester parce qu'ils n'en ont pas envie ou parce que ça fait peur aujourd'hui de manifester, au regard de la réponse à la fois des pouvoirs publics et de la police? Moi, je pense qu'il y a les deux, mon général, j'ai envie de te dire, pour rester dans la doctrine militaire. Donc, du coup, non, je pense qu'il y a à la fois, clairement,
une forme de désengagement, et je le dirais, je vais aller un peu plus loin, je pense qu'il y a même une volonté délibérée d'abrutissement des masses. Alors ça peut paraître très fort de le dire comme ça, mais je sais que depuis des années et des années, on fait en sorte que finalement les gens n'aient pas conscience de ce que c'est que l'égalité, de ce que sont les valeurs fondamentales de la République. On fait en sorte aussi d'être très peu exigeants sur ce qu'on doit protéger sur nos communs. Et donc du coup, on a une forme de désengagement aussi de la population. Alors c'est pas volontaire, hein, c'est inconscient bien souvent, mais c'est un peu ce qu'on appelle le syndrome qu'on déplore tous, hein, le syndrome canapé. Donc bien sûr, et après il y a une autre catégorie de personnes, tu l'as dit aussi, tu l'as évoqué, ce sont les gens qui ont peur d'aller manifester parce qu'ils savent que par exemple dans des cortèges, dans certaines grandes villes, ça va chauffer parce que il y a cette fameuse doctrine que j'ai déjà évoquée du maintien de l'ordre qui est totalement moyenâgeuse, parce que de s'engager parfois, on s'expose aussi à des critiques, on risque, y compris sur le plan professionnel, parfois d'en prendre pour son grade. Donc il y a tous ces freins qui font que dans notre pays, on n'est pas suffisamment mature pour valoriser l'engagement à sa juste valeur. Merci. Je voulais parler aussi des inégalités. On a parlé de l'héritage, on sait qu'il faut plusieurs générations pour sortir de la pauvreté. Et à Mulhouse, les inégalités, on les vit de plein fouet parce qu'on a un des quartiers les plus riches de France qui est à quelques dizaines de mètres d'un des quartiers les plus pauvres. À la tête de l'emploi, mon cher ami. Ouais, c'est bizarre, hein. La gueule de l'emploi, c'est ça? C'est l'effet col roulé. Pourtant, je viens pas de là-bas. Hein. Non, c'est vrai. Mais je crois qu'on peut le citer. Hein, c'est peut-être un article de l'Alsace, donc on peut le citer. Hein, c'est le quartier Réberg de Mulhouse, qui est le quartier le plus riche de province de France, hors région parisienne. Et comment toi, au quotidien, en tant qu'élu, tu vis et tu appréhendes ces questions d'inégalité? Les appréhender, c'est déjà avoir la capacité de faire un constat lucide. Il y a des gens qui aujourd'hui, à l'échelle de la ville de Mulhouse, ne sont pas capables de se rendre compte de cette évidence, de ce fossé des inégalités qui se creusent toujours et encore. Donc c'est vrai que ça a été cité, hein, on a d'un côté le Réberg avec qu'on appelle le Beverly Hills mulhousien, avec des gens qui sont cités, fichés au Panama Papers, et de l'autre on a effectivement des quartiers qui ont un niveau de vie qui est équivalent au niveau de vie moyen de pays d'Afrique subsaharienne. Hein. Il faut quand même en avoir conscience de cela. Et ça doit quand même nous inquiéter, nous préoccuper, parce que comment voulez-vous que justement les gens aient confiance dans toutes les formes finalement d'autorité, ou en tout cas d'instances publiques, à partir du moment où ils sentent qu'on ne prend pas en compte ce fossé qui se creuse en permanence, et je dirais même plus, le fait qu'on réponde simplement aux besoins de quelques-uns et qu'on ne se soucie pas assez de ceux qui ont le moins. Vous avez vu que par exemple, là, pour les impayés pour cet hiver, on a potentiellement, chez certains bailleurs sociaux, 30% des locataires du parc de logement social qui seront en incapacité de régler leur loyer, donc en situation d'impayé. 30% cet hiver. C'est énorme. Donc dans le logement social. Et face à cela, quelle réponse on a? Aujourd'hui à Mulhouse, il n'y a clairement pas de réponse à la hauteur par rapport à cette précarité grandissante d'une grande partie des Mulhousiens. Le cercle vicieux, c'est que beaucoup de gens qui habitent dans ces quartiers défavorisés à Mulhouse, une fois qu'ils ont un train de vie, un niveau de vie suffisant, une fois qu'ils ont une famille aussi et qu'ils ont les moyens de partir, ils partent. Ils partent, et en fait c'est un engrenage parce qu'on a des primo-arrivants qui sont désargentés, qui vont s'installer à la place de ceux qui viennent de partir, de quitter les quartiers en question. Donc c'est une forme de cercle vicieux, d'appauvrissement de plus en plus fort de pans entiers de la ville. Et face à cela, il faut une réponse énergétique, il faut réclamer aussi les moyens de l'État, parce que l'État ne joue pas totalement son rôle, même s'il aide à travers plusieurs dispositifs. Mais voilà, la ville, c'est clair, ne peut pas tout toute seule, mais elle peut impulser des choses. Alors, il y a une question sur Twitch. Comment on va faire l'été prochain s'il fait plus de 50 degrés et s'il n'y a plus assez d'eau? Alors, s'il fait 50 degrés l'été prochain, comment dire, je ne serais pas très optimiste sur notre capacité à nous revoir déjà, nous, à l'occasion d'une chronique. Hein. Donc, non, 50 degrés, aujourd'hui, ce sont les températures quasiment les plus élevées au monde, hein, qu'on rencontre en Iran, qu'on rencontre dans les déserts américains, par exemple. Mais je pense que ça pose la question aussi de la capacité qu'on a à adapter nos villes
à ces températures caniculaires, à nous adapter tout simplement au changement climatique. Et là, il va falloir qu'on mette le paquet. Alors, souvent, nous, on fait des propositions sur la végétalisation, que ce soit des cours d'école, sur la débitumisation de beaucoup de secteurs dans la ville où finalement la couverture minérale ne se justifie pas et où on pourrait reconquérir aussi une forme de végétation. Il y a une action qui est à entreprendre qui n'est pas simple et qui n'est pas dépensière. C'est par exemple le fait de faire comme dans les pays méditerranéens, d'avoir des espèces de toiles couvrantes dans les rues pour faire de l'ombre, pour que les gens, quand ils sortent, ils ne soient pas effectivement en plein cagnard et à suffoquer. Donc ça, c'est assez simple. C'est des choses qui devraient se faire dès maintenant, mais qu'on ne voit pas arriver. Et puis après, il y a toutes les questions aussi de... moi, j'ai peur aussi d'une forme d'exode urbain face à cela. Le fait que les gens fuient la ville parce que les villes deviennent insupportables de manière saisonnière. Ceux qui ont les moyens quittent la ville quand il fait chaud. Ils reviennent éventuellement en hiver. Ou pas d'ailleurs, hein, ils peuvent partir définitivement. Et ça va poser la question des flux. Hein. On le voit bien à l'échelle du pays. Hein. On a par exemple la côte atlantique qui est prise d'assaut au moment de l'été, sauf que cet été, c'était pas du tout forcément le bon plan, parce que même sur la côte, on a eu des 42 degrés, c'était hallucinant. Et des incendies. Et des incendies, hein, une trentaine de départs de feu par jour dans le Morbihan. Donc non, ça c'est assez effrayant et il va falloir vraiment muscler nos réponses. Oui, parce qu'on n'est pas particulièrement prêt. Et ce qui montre aussi qu'en fait, il suffit pas de se voiler la face et de courir et d'aller dans des eaux meilleures, on va dire, parce qu'en fait, finalement, dans ce qui nous attend, il n'y aura pas d'endroit mieux loti que d'autres. On sera tous logés sur le même bateau, en fait. Il y a une autre question. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ont juste peur de la fin du mois, le 5 du mois ? Clairement, on leur dit qu'il faut qu'ils haranguent, que s'ils ont encore de l'énergie, il faut qu'ils interpellent leurs élus pour leur mettre devant la figure les factures, pour qu'ils leur mettent devant la figure effectivement l'état de leur logement, pour qu'ils leur mettent devant la figure la situation d'enfants qu'on ne peut pas forcément nourrir convenablement matin, midi et soir. Donc c'est tout cela qu'il faut... moi, je pense que c'est beaucoup l'émotion et le sensible qui doit aussi un peu provoquer l'électrochoc. Et moi, je suis quelqu'un qui, je vais le dire comme ça, hein, mais qui me meut facilement de situations ou même d'histoires très anciennes et qui font sens. Et ça me permet de réagir justement, d'être à la hauteur des réponses qui sont à apporter. En tout cas, de surtout prendre en considération la voix des plus fragiles, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a de plus en plus de gens qui se retrouvent dans des situations absolument intenables. Le nombre de gens à la rue, de personnes sans abri a explosé à Mulhouse. Beaucoup se voilent la face en disant mais non, il n'y a personne à la rue à Mulhouse. Mais attendez, il suffit de regarder cet été, c'était effrayant. Ouais. On parle beaucoup de Strasbourg avec le campement en face de la cité administrative. Qui est une situation relativement particulière et à la gare, avec effectivement tous ces gens qui sont aussi déboutés de leur propre pays, qui reviennent en France, même s'ils sont en situation irrégulière, et qui donc sont dans un cercle infernal, ils ne peuvent pas être hébergés officiellement, hein, sans papier, donc dans une situation intenable. Heureusement, on a la chance à Mulhouse d'avoir un tissu associatif qui est très riche, d'avoir des acteurs sociaux qui sont vraiment surinvestis. C'est l'occasion pour moi, encore une fois, de leur dire bravo et merci, mais tout ça, ça ne suffira pas. Parce que même la meilleure générosité des bénévoles qui œuvrent au quotidien lors des maraudes ou autres, ça ne suffira pas, effectivement, ces acteurs associatifs tirent quand même la langue aujourd'hui avec les baisses des subventions publiques qui sont au final notre argent, hein, l'argent public qui sert justement à renforcer ce lien social et à faire en sorte que ces gens-là ne soient pas trop éloignés quand même du cœur de vie des sociétés. Et malheureusement, ces associations, elles sont de plus en plus en grande difficulté face alors déjà à la politique de la subvention, hein, parce que ça dépend toujours d'un élu derrière, un élu qui fait des choix idéologiques par moment. Et quand on a moins d'argent, on choisit beaucoup plus avec ceux qui nous plaisent ou ceux qui nous apportent des voix. Ce que ne font pas justement tous ces gens qui sont en fragilité. C'est pour ça qu'il faudrait en fait qu'on ait, que ce soit pour notre collectivité ou le pays, une sorte de, non seulement il existerait par exemple la règle verte, ce serait de ne pas toucher au budget consacré à la transition écologique, à la transformation écologique du pays, et en même temps il faudrait une règle sociale, on ne touche pas au budget qui justement vont à destination des plus fragiles, c'est-à-dire l'ensemble des aides mobilisables, dans le pays et également par les conseils départementaux, puisque ça se joue beaucoup à cette échelle. Et chez nous, on a quand même une CEA qui est absolument à côté de la plaque sur la question du social, qui
qui fait l'autruche sur la question notamment de l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est là-dessus qu'il faudrait justement protéger, sanctuariser nos dispositifs. Merci Loïc.